Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver comme tous les mardis avec Nicolas Leroy qui est avec moi. Ça va Nicolas? Bonsoir. Je suis ravie de vous découvrir chaque fois. Directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du COBA. Sommaire de cette émission, le télétravail qui a pris une dimension nouvelle et incontournable dans le paysage professionnel français depuis donc le premier confinement. C'était en février 2020. Ce mode d'organisation du travail, une évolution significative qui s'impose comme au travail en présence plus tard. Et bon, on va des lieux ce soir dresser un bilan de cette pratique et dans bien entendu les enjeux futurs. Le télétravail est-il vraiment efficace? On va en parler. Invité Eric Gras qui est avec nous, spécialiste du marché de l'emploi Indeed France. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alexis Gache, responsable commercial Europe du Sud d'Altacian. Bonsoir, merci d'être là. Et Olivier Pouey, qui est avocat, spécialiste du droit du travail. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix de l'emploi. Les voix Sud Radio. Avec peut-être Nicolas Leroy, un état des lieux. Finalement, avec Pouey qui est avec nous. Pouey, on dit bien Pouey, hein? Oui, très bien, voilà, c'est ça. Avocat spécialiste du droit du travail pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. Aujourd'hui, que dit ce code du travail sur le télétravail? Alors, il dit pas grand-chose, parce qu'il y a 3 articles dans le code du travail qui est sur le télétravail. Donc, après, c'est justement un petit peu la difficulté pour les entreprises, parce que c'est à l'appréciation de chacun. C'est l'appréciation de chacun. Bon, il faut que ça soit sur la base du volontaire. Après, c'est ce qu'on nous dit, si vous voulez, c'est que en fait, c'est une modalité de travailler avec des outils de communication. C'est ça en fait le télétravail. Et après, sur le lieu, en principe, on raisonne toujours par rapport au domicile, mais ça peut être aussi un tiers lieu. Là, on fait du coworking. Mais donc c'est ça. Le télétravail, c'est ne pas travailler dans les locaux de votre entreprise. Pendant X jours par semaine. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Sur la base du volontariat. Alors, le travail, il y a 4 ans, je me souviens, Cécile m'avait invité sur le plateau. J'avais fait un petit réticence sur le sujet. À l'époque, c'était assez ringard. C'est censé être le nouvel travail. On voit maintenant que tous les boîtes un peu branchées comme Facebook, Apple, tout le monde revient en arrière. Et donc, Amazon a fait ça a annoncé en fait qu'ils arrêtaient. Donc maintenant, on peut se poser la question de l'avenir du télétravail. Donc c'est un peu la question. Je crois que vous êtes tous des avis un petit peu divergents sur la question. Il y en a qui sont plutôt pour, plutôt contre. Donc c'est ce qui va être intéressant de savoir. Peut-être Eric Gras, vous Indeed, donc vous êtes vous-même, je crois que vous utilisez toute forme de télétravail. Toute forme de télétravail. Ouais. Quelles sont les attentes aujourd'hui des candidats par rapport au télétravail? Est-ce que finalement tout le monde a envie d'être en télétravail, ou est-ce qu'au contraire, comme les entreprises, les candidats reviennent un peu en arrière? Alors oui et non. En fait, on fait souvent l'amalgame. Quand on parle de télétravail, on a l'impression que c'est full télétravail pour tout le monde. Donc des gens qui bossent dans des startups et qui vont être dans le sud de la France pour pas aller dans les bureaux à Paris, voire aller bosser à Manor, etc. Ils sont tous chez eux. Exactement. La réalité, c'est beaucoup de gens, par exemple en région parisienne, qui habitent suffisamment 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir. Et le Covid a été un révélateur de ça. On s'est dit du jour au lendemain, en fait, je peux être beaucoup plus efficace, je peux m'organiser autrement. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le même confort de vie et la possibilité d'avoir un bureau chez soi. Mais c'est la réduction d'abord du temps passé dans les transports, donc du temps inefficace et inutile à titre perso et à titre professionnel. La très large majorité, c'est ça. C'est avec des doses de télétravail différentes selon les gens. Il y a des gens qui ont besoin que d'un jour de télétravail. Mais justement, pour éprouver cette forme de travail, est-ce qu'il ne faudrait pas voir le cas clavard de vous n'êtes pas du tout en télétravail ou 100% en télétravail? Parce que mon design me dit tout, je veux 1, 2 jours. Ouais. C'est ce que j'appelle la souplesse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un retour sur les candidats qui font vraiment 100% en télétravail? C'est pour ça, 0,3% des offres où il y a 100% de télétravail. Par contre, c'est à peu près 1% des offres, du global des offres. Donc, il y a à peu près 1 million d'offres d'emploi. Il faut toujours mettre en perspective. Donc, ça fait à peu près 100 000 permanences qui proposent du télétravail, avec une dose de télétravail qui va de 1 à 3 jours en moyenne. Donc, ça dépend des activités, ça dépend des métiers, ça dépend des profils. Les jeunes sont ceux qui souhaitent le moins de télétravail, par exemple. Un jeune qui prend son premier
emploi, et notamment pendant la période du Covid ou post-Covid, juste après le Covid, c'est eux qui réclamaient le plus de présentiel parce qu'ils avaient besoin aussi d'apprendre des autres et de se nourrir de la culture de l'entreprise. Déjà, à la culture de Indeed, vous êtes une plateforme, en tout cas, qui favorise, qui met en relation et qui favorise justement tous ces métiers. Mais tous les métiers ne peuvent pas être en télétravail. C'est là que le dire. Oui, tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Les candidats, la culture aux entreprises, même quand des métiers sont télétravaillables, ça fait une vraie différence en termes d'attractivité. Qui proposent ou non du télétravail ou selon la dose de télétravail proposée. Après, il y a une réalité d'aujourd'hui qui va s'accentuer demain, c'est la pénurie de compétences. Donc, on a l'habitude de recruter des candidats à proximité de soi. Et donc, parfois, il y a un talent qui habite plus loin. Et donc, plus demander de déménager. On sait à quel point aujourd'hui, vendre sa maison, acheter une nouvelle maison, trouver un crédit, même quand on est deux à travailler. C'est pas le moment. C'est compliqué. Quand on déménage son conjoint, ses enfants aussi. Donc, recruter quelqu'un qui n'existe pas sur mon bassin d'emploi, mais qui existe ailleurs, le télétravail peut répondre à ça. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir un collaborateur avec cette culture du présentiel 5 jours par semaine chez soi? Pour certains métiers, c'est. Pour d'autres, ça l'est forcément. Comment, maître, on peut évaluer le problème de se dire que ça, on est obligé d'être en télétravail, d'autres ne peuvent pas? Comment on le gère dans une compliquée? Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de qui ne sont pas télétravail. Et comment ça se gère? Ça va un peu de la taille de l'entreprise, mais lorsque vous avez une entreprise avec des partenaires sociaux, soit on va faire des accords avec des salariés, ce qu'on appelle éligibles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postes où on pense que c'est télétravaillable. Et selon les types de postes, on va dire, ce sera 1 jour par semaine. Ou voilà. Généralement, c'est comme ça que ça se passe au sein des entreprises. Mais la compensation pour les autres, c'est quoi? Pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, compensation, justement. On parle toujours un peu des cols blancs et des cols bleus. En effet, c'est les cols bleus qui pourraient pas travailler, et puis les cols blancs qui, eux, auraient cette chance, on va dire. Ça, pour les directeurs, c'est un questionnement. Et je pense que ce qui est important de dire par rapport au télétravail, c'est très récent. Avant le Covid, des personnes télétravaillaient. Ça veut dire qu'il faut les prouver. Mais c'était Epsilon. Tout d'un coup, avec le Covid, on a une généralisation. Il y a des cols bleus, mais quand même beaucoup de personnes. Et pour l'instant, les retours d'expérience sont quelques années. Donc, il faut, dans 5 ans, on aura une autre encore vision du télétravail. Parce que justement, ça ne crée pas des tensions sociales entre les gens qui peuvent télétravailler et ceux justement qui ne peuvent pas. Est-ce que finalement le garagiste de Normandie qui est le cadre qui est dans sa maison de campagne, est-ce que finalement il n'y a pas une séparation en fait sociale qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas dans des entreprises? Alors, j'étais dans une entreprise pour une formation manager. Vous aviez des personnes qui s'occupaient du service technique, c'est dans le logement social. Lui, son équipe, évidemment, ne peut pas faire télétravail. Il ne se pose pas la question. J'avais des responsables de secteur. Et les parents sociaux avaient décidé que maintenant, ils seraient dorénavant éligibles au télétravail. Une discussion qui s'est installée sur, en effet, le rapport de confiance, parce qu'il y avait leur directeur qui était là, et savoir quelles sont les missions qu'ils pouvaient faire en télétravail ou pas, sachant que c'est des personnes qui peuvent être sollicitées à tout moment. Donc c'est vrai que c'est là où ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, pas ceux qui, manifestement, ont un travail qui ne peut pas être télétravaillable, mais ceux qui sont à la frontière, à la limite, et dans quelle proportion, éventuellement, ils peuvent télétravailler. C'est les zones grises. Allez, vous restez avec nous. On va faire une petite pause. On revient dans un instant. Alexis Gache sera avec nous, responsable commercial Europe de Altasian, un éditeur australien collaborative, et il nous expliquera aussi comment ça se passe et comment on facilite justement le télétravail. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi, comme tous les mardis avec Nicolas qui est avec nous, spécialiste forcément
du groupe social. Avec nos invités, Éric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed France, Tigache, responsable commercial Europe Sud Altation. On va découvrir en tout cas ces belles entreprises dans un instant. Et puis Olivier, avocat spécialiste du droit du travail. Alors tout à l'heure, Éric Gras, on évoquait effectivement le télétravail. Indeed, très très grosse entreprise un petit peu partout dans le monde. Votre cœur d'activité aujourd'hui, c'est quoi? L'emploi, mais filière, c'est quoi? C'est rapprocher l'offre et la demande avec gros, donc ça paraît très simple, mais c'est extrêmément compliqué, parce que les attentes des entreprises et les attentes des candidats sont rarement les mêmes. Oui. Et donc, on fait du matching, et donc dans le matching, il y a des choses très évidentes. C'est le Tinder de l'emploi. Ouais, un peu plus subtil que ça. Parce que Tinder est quand même assez discriminant dans les choix qu'on fait. Donc, on se base sur des choses discriminantes, à savoir le CV. Oui. Est-ce que vous avez tel diplôme, etc. Mais on va se baser aussi sur tout un tas de choses beaucoup plus intuitives. Donc, on va aller au-delà du CV, on va se baser sur les recherches des candidats et on va aller au-delà de l'offre d'emploi aussi. Vous dites au-delà des les soft skills, les choses comme ça. C'est ça, oui. Exactement. Et notamment, il y a un des combats d'Indeed aujourd'hui, c'est de proposer, d'essayer de recruter des gens sans CV, voire pas par rapport au diplôme. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des compétences qui ne sont pas liées à un diplôme ou une école. Une des discriminations les plus répandues. Alors autant pour certains métiers, c'est indispensable d'avoir tel diplôme qui nécessite que ça amène à telle compétence. Pour plein d'autres choses, on peut avoir de l'expérience qui valide ça. Donc voilà, donc de lutter contre tous ces biais. Et donc ça nécessite beaucoup de données. Et donc on fait ça dans 60 pays, 28 langues. Alors j'ai vu ça, 28 langues. Il y a le langage universel chez Indeed. Non, il faut s'adapter à chaque langage, mais aussi à chaque culture. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres dans la façon de recruter. Le marché de l'emploi dans tous les pays, si on prend juste notre voisin allemand, par exemple, qui est dans une situation de plein emploi depuis beaucoup plus longtemps, ils recrutent de façon beaucoup plus inclusive que les Français. L'alternance, qui est un vrai sujet, ils sont très en avance sur la France. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de compétences disponibles qu'ils sont obligés de recruter différemment. Et on verra justement si ce télétravail dans 60 pays est la même façon, en tout cas la même gestion. Alexis Gache qui est avec nous, responsable commercial Europe Sud d'Altacian. Altacian, c'est allemand aujourd'hui pour l'emploi. Alors Atlassian, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Les deux fondateurs sont deux Australiens. Ils sont toujours à la tête de l'organisation. Et dont la mission est principalement d'aider à rapprocher les équipes en fournissant une plateforme de collaboration, on va dire. Donc vous retrouvez maintenant nos outils dans, je crois qu'on a 300 000 clients environ. Si vous prenez le CAC 40, tout le monde est client de ces solutions-là. Et notre ADN, c'est réellement ça, c'est d'arriver à faire collaborer, le terme, ces différentes équipes de l'organisation. On a joué un rôle, entre guillemets, important pendant le Covid, puisque le fait de ne plus pouvoir aller au bureau pour certains de nos clients les amener à plus utiliser ces plateformes d'échange et de collaboration. Ça a duré combien de temps à ce moment-là, entre le moment où forcément la rupture du Covid et la mise en place du télétravail, on a fait appel, j'imagine, assez rapidement à vos services à mettre en place. Ça a été compliqué? Non, je pense pas qu'on avait déjà un grand consommateur de ces produits. On va dire que ça a joué comme un accélérateur ou un effet de levier. A plutôt augmenté l'usage des outils. Maintenant, c'est pour certaines organisations rentrer dans l'ADN de ces entreprises. Je pense que les modes de collaboration et d'échange ont beaucoup évolué et le Covid n'a fait qu'accélérer ce mécanisme-là. On parle souvent de travail asynchrone, par exemple. Vous savez on parle souvent de productivité qu'on associe au télétravail. Je pense que le mal principal qu'on trouve dans les organisations, c'est quand même le nombre de réunions qu'on a à faire. Je pense que là, pour le coup, ça tue un peu la productivité. Mettre en place des mécanismes de collaboration qui synchronisent. Et on dit différemment, je vais travailler en amont sur un certain nombre de choses et ensuite je vais partager. La réunion a vocation à valider et elle doit durer 10-15 minutes. Justement, est-ce que vous avez senti un vrai bon télétravail ou est-ce que vos clients étaient déjà des utilisateurs ou est-ce qu'on vous a sollicité ou est-ce qu'il y a eu une montée de charge violente au moment du Covid? Violente, non, mais il y a eu une augmentation de l'usage de ces outils indéniablement. Après, le télétravail tel qu'on l'a perçu chez nos clients, et je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais il y a plusieurs formes de télétravail. Des gens qui sont 100% télétravail comme Atlassian, c'est notre mode de fonctionnement. On ne le retrouve pas dans les grosses organisations du CAC 40 en France, où on trouve plutôt un modèle hybride avec quelques jours à la maison
maison et quelques jours. 100% télétravail dans tous les pays. Alors, on a quand même des bureaux. On a 13 bureaux dans le monde. D'un ordre d'idée, on doit être 12 ou 13 000 collaborateurs dans le monde. Mais il y a un fauteuil. Il y a juste un fauteuil. Et il y a un très grand fauteuil quand même. Donc on se retrouve 13 bureaux, un en Europe et à Amsterdam. Il n'y a pas de bureau physique à Paris. Et l'ensemble des collaborateurs en France travaillent de... Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que le télétravail, il y a toujours cette réflexion de dire la cohésion d'équipe, la machine à café, on arrive à résoudre des choses. Voilà, en travers. Comment ça se passe chez vous? Alors, la cohésion d'équipe, elle existe parce qu'on a quand même un certain nombre de points de synchronisation et on est amené à travailler ensemble. Donc c'est vrai qu'on a été consommateur d'outils de vidéoconférence comme Zoom par exemple. Mais ça veut dire que vous n'allez jamais au bureau? Alors ça peut m'arriver. En revanche, mais ça m'impose d'aller à Amsterdam, donc ça s'organise. En revanche, je pense qu'il m'arrive un peu plus fréquemment, c'est quand on décide de rendre nos collaborateurs et donc louer de manière très transitoire quelques mètres carrés sur Paris ou ailleurs. Et là, on peut réunir un certain nombre de collaborateurs. Donc, je dis pas qu'on se l'impose. C'est-à-dire que tous les 3 mois environ, moi, je vais réunir mes équipes. On travaille sur un certain nombre de sujets. Généralement, le restaurant, on fait un moment de cohésion. Et on repart chacun dans son lieu de précis. Moi, c'est comment vous faites pour les gens? Vous disiez tout à l'heure que les jeunes sont ceux qui rejettent presque plus le télétravail. Comment on fait pour intégrer à des générateurs, je pense notamment des alternants. Moi, j'en ai vu qui passaient des alternances dans des boîtes, ils n'ont jamais mis les pieds dans la boîte. Ouais. Donc aujourd'hui, quand vous créez justement, on va dire, une ADN d'entreprise et que vous la transmettez notamment aux jeunes collaborateurs. Alors, je pense que on avait une discussion en off sur pour moi, le télétravail ne fonctionne pas dans certaines organisations, c'est souvent un symptôme. C'est-à-dire que si on gratte un peu et qu'on regarde, on va s'apercevoir qu'il y a un mal plus profond dans l'organisation. Oui, c'est un peu dur pour Amazon quand même. Ouais. Alors, je ne connais pas le contexte Amazon, mais il faudrait regarder plus en détail, mais je ne les connais pas suffisamment bien pour m'exprimer sur le sujet. Mais en revanche, nous, on essaie de définir des objectifs qui sont relativement clairs. Je pense que le management joue un rôle essentiel et dans la définition des objectifs. Si précis dans ce que vous demandez, ça va être compliqué d'obtenir des résultats. Et ça fait partie des éléments, à mon avis, sur lesquels il faut travailler. Si vous considérez qu'en télétravail, on n'est pas productif, probablement que le problème est ailleurs. C'est pas ce que je dis. C'est vraiment comment on voit des jeunes à rentrer, vous êtes obligé de leur donner un peu les codes de l'entreprise, l'ADN. Je parle pas vraiment d'objectifs, je parle vraiment d'ADN d'entreprise. C'est vraiment le principe. Quoi. Voilà. Même les sentiment d'appartenance. Parce que si vous avez un cadre qui connaît déjà son job, on va dire, il va pouvoir se développer. C'est plutôt dans la montée en compétences, notamment des jeunes, que moi j'ai la principale grief envers le télétravail. Après, j'ai pas dit que les jeunes ne voulaient pas télétravail. Non, eux, ils veulent tous du télétravail. C'est considéré comme un acquis pour les jeunes générations. Dose de télétravail. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de télétravail. Et je disais tout à l'heure, il y a le full remote et la télétravail. Là, il y a beaucoup de doses de travail. Ubisoft, par exemple, de 5 à 3, etc. Donc, il y a des nuances par rapport à ça. Un à l'autre. C'est exactement ce que avant le Covid, plein d'entreprises, le télétravail, c'était un souhait des salariés, mais ça n'existait pas. Donc, ça a été imposé à marche forcée. Et tu l'as souligné à juste titre, le vrai problème, c'est le management. Et les managers ont été habitués à former, à manager en présentiel. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à manager une équipe derrière les écrans. Et donc, c'est une nouvelle compétence. Et quand après, tu as un modèle hybride, il y a des collaborateurs tout à fait capables de gérer l'hybride, d'autres qui ne sont pas capables. Donc, ça demande un travail d'accompagnement de la part des équipes, voire des réalisations de la part de ces entreprises. Je pense qu'elle est très importante. Pour les jeunes, c'est plus clair. C'est-à-dire que si vous avez 40 ans, vous avez déjà votre famille et une maison, c'est plus simple de faire du travail que si vous en avez 20 et que vous intégrez une nouvelle équipe pour laquelle vous connaissez ni les codes, ni le mode de fonctionnement. Nous, on a un processus d'onboarding, enfin d'intégration dans l'organisation qui est relativement long et qui a justement vocation à essayer d'introduire, alors de manière virtuelle, clairement, mais ces nouveaux collaborateurs auprès des autres collaborateurs de l'entreprise. On a des modes de fonctionnement qui nécessitent de pousser et de forcer un peu sur cette collaboration initialement. Sinon, vous restez tout seul à la maison. Allez, vous bougez pas, on revient dans quelques instants et on appuiera justement sur cette jeunesse. Est-ce que effectivement c'est compatible, en tout cas, avec ces nouveaux modes de fonctionnement? On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi. Nicolas Leroy est avec moi. Éric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed France. Vous avez forcément entendu parler de cette grande entreprise présente dans 60 pays dans le monde. Alexis Gache, responsable commercial Europe Sud d'Alsaciane. À peu près, on a dit combien? 3000 clients? 300 000. 300 000, pardon. Je vous ai enlevé un zéro. C'était qu'un zéro. C'est pas non plus. Peut-être 3 millions. Vous allez voir. Et Olivier Puey qui est avec nous, avocat spécialiste du droit du travail. On évoquait il y a quelques instants Nicolas Leroy sur différence de génération et l'adaptabilité de certains. Est-ce que, franchement, Nicolas Leroy, est-ce que tout le monde est capé pour faire du télétravail et savoir s'auto-gérer? Justement, sur les jeunes, il y a et donc d'être au bureau et d'être au minimum en contact de son manager. Après, on peut parler des grands cabinets de conseil qui en stratégie, qui travaillent très de nuit, département parisien, et eux étaient dans des beaux locaux sur les Champs-Élysées, avec des beaux restaurants. Ceux-là, on leur a enlevé tout, on va dire, les cadeaux qui faisaient la sympa du job. Et la magie. Et quand vous retrouvez effectivement dans votre 2 pièces dans Paris à travailler jusqu'à 2h du matin, eux, eux vous disent plus jamais de télétravail. Aujourd'hui, alors après, effectivement, si vous êtes un acte supérieur, vous avez une maison au Cap Ferré et que vous avez visé de travailler dans de superbes conditions, c'est sûr qu'il y a une différence et sociale, je pense, et générationnelle dans l'approche du télétravail. Moi, c'est ma vision et c'est celle que je constate avec les candidats. Donc je sais que sur le plateau, nous ne sommes pas tous d'accord sur les bienfaits du télétravail, et puis il y a un lien quand même avec l'entreprise qu'il faut connecter. Moi, j'ai une DRH qui m'a dit, on a pas salarié, on s'est rendu compte de 2 mois. Alors, ça, la question, comme vous disiez, est-ce qu'il aurait pour autant au bureau du management, mais aujourd'hui, je pense que. Non, mais je pense que. Ouais, mais on a une l'image idyllique du télétravail, je pense que c'est important quand même aussi de dire une certaine réalité. Quand un salarié est en télétravail, certaines entreprises où il va derrière son ordinateur. Et s'il s'éloigne pendant 2 minutes, hop, le compte s'arrête. Alors c'est vrai que ça correspond à la réglementation, puisque l'employeur a les mêmes obligations que quand le salarié est au sein de l'entreprise. Il doit être capable de connaître les horaires de son collaborateur. Alors ça pose, c'est plus qu'on pour celui qui est en forfait jour. Et donc c'est vrai, est-ce que ce salarié qui sera en fait tenu par son ordinateur, est-ce que le télétravail, c'est vraiment... C'est un peu hard. C'est ça. Non, mais c'est ça dans des entreprises. Le vrai beaucoup souci d'entreprises aujourd'hui, de taille certaine, je ne dirais pas, peut-être moins dans les PME, mais quand vous arrivez dans les grandes entreprises, c'est la confiance en fait. Et on revient aux jeunes générations. Les jeunes générations ont ceux qui ont le plus mal vécu justement le télétravail au moment Covid, parce qu'ils se disaient en fait, j'ai une messagerie instantanée par exemple, si je m'octroie entre guillemets 1 heure, mais la botte au moment où mon patron m'envoie un message et que je mets 3/4 d'heure à lui répondre, potentiellement il va dire que je suis pas là. Et donc notamment les jeunes qui ont besoin de faire leurs preuves vivaient ce début de télétravail. Et donc la clé c'est la confiance. Et donc la confiance la donne par défaut quand on fait du télétravail en disant je parle. Et il y a la confiance s'exclut par le contrôle, donc il faut valider un certain nombre de choses, mais ça nécessite de tenir en confiance. Donc c'est un nouveau mode de management et de travail. Ça c'est plus simple quand vous embauchez des gens. Il y a ce qu'on appelle le secret. Là, on découvre les gens. Mais ce qui est difficile, c'est des entreprises qui ont des gens qui sont staffés depuis des années avec des gens qui sont là depuis des années. Et c'est de les emmener dans la transformation. C'est là que c'est plus compliqué. Non ? Oui, mais ces stations-là, aujourd'hui, elles sont plutôt en mode hybride. Généralement, un choix et des accords qui ont été négociés avec un cas différent, je trouve. Moi, si je reviens au cas Atlassian, c'est vrai que ça fait partie de l'ADN. Donc moi, quand j'embauche quelqu'un, je lui explique très rapidement qu'il sera en télétravail. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Après, je peux vous expliquer dans la boîte, mais vous serez en télétravail. En revanche, ça m'ouvre des possibilités dont on n'a pas parlé, qui est ma capacité à embaucher n'importe où. Avant, il aurait fallu embaucher à Paris, par intramuros, avec toutes les qu'on peut avoir. Tout le monde n'a pas envie de vivre à Paris, mais les boulots sont à Paris. Moi, dans les équipes, j'ai des Bretons, des Toulousains, des Bordelais. Enfin, il n'y a pas de contraintes. On peut limiter quasiment. La seule chose qu'on a, et ça c'est un sujet juridique,
c'est que les collaborateurs doivent être en France au moins plus de 3 mois contigus. Enfin, quand ils partent, ils peuvent pas partir plus de 3 mois contigus dans un pays européen. Ce qui nous pose problème pour certains collaborateurs. Donc, alors justement, j'avais une question pour Olivier, justement, quid en fait de la réglementation par rapport aux gens qui de télétravailler depuis l'étranger sans en informer leur employeur? On a une décision, il n'y a pas très longtemps, personne qui était partie télétravailler au Canada, qui a été essentielle par son employeur, et c'était la Cour de cassation, avec juste raison, parce qu'elle fait courir des risques considérables à l'employeur. Au niveau du régime fiscal, le problème du RGPD, il y a des données des... Vous faites courir des employeurs énormes. Alors c'est quelque chose qui se développe beaucoup. C'est un peu plus simple au sein de l'Union européenne, puisque la réglementation sur les données personnelles est européenne, et puis au niveau social, on a une harmonisation, mais il reste quand même compliqué avec des risques si vous avez un accident du travail. Donc tout ça n'est pas simple. Je rebondis sur ce que vous dites, moins de 3 mois. Non, c'est fiscal, c'est tout. Si. D'accord, ok. Ce qui a proposé dans le pays où vous travaillez, il faut que ce qu'on appelle des intérêts vitaux soit dans le pays. Enfin, c'est ça qui va être servir de référence. Et alors limite 6 mois, mais on fait 3 mois parce qu'on est frontières qui pourraient être complexes, quoi. Mais il y a des effets de bord. Hein. Vous êtes salarié à Paris, vous bonne. Enfin, la vie est dans une heureuse qu'à Paris, donc le salaire. Moi, c'est quoi le problème, c'est que c'est plus ou moins imposé par le. Je suis en vacances justement, je pense à un dossier au Portugal, et puis je prolonge mes vacances en fait. Et le manager me dit oui, quoi. Voilà. Et après on a des. Mais Alexis Gache, comment vous gérez les horaires Est-ce que vous avez des horaires de travail? Est-ce que vous comment ça se gère en fait? Non, officiellement, il n'est pas écrit dans le contrat de travail qu'on doit commencer à 8h ou 9h et finir à 18h. Et je reviens sur ce qui était dit. Enfin, pour moi, l'élément qui est essentiel, on parle de confiance, mais on devrait la définition des objectifs. Qu'est-ce qu'on attend des collaborateurs? Moi, le fait que la personne a atteint ou qui passe, m'importe peu. Le vrai sujet, c'est est-ce que le job qu'il a demandé de faire est réalisé. C'est ça la seule. Après, moi, il gère, mais je fais la même chose. Je prends mes rendez-vous médicaux dans la journée. Chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord sur l'objectif à atteindre et la date à laquelle on l'atteint. Et ça, c'est essentiel. Et c'est le seul. Peu importe comment on y arrive, du temps qu'on y arrive. Les risques, je ne sais pas, mais sont énormes. C'est le collaborateur, et puis après, demander un rappel d'heures supplémentaires. La charge de la preuve est partagée en France. Il peut très bien faire un agenda constitué en disant je travaillais 12 heures par jour. Alors, nous, on est au forfait cadre, on n'a pas d'horaire imposé. Par contre, on signe nos heures, donc on déclare nos heures toutes les semaines ou tous les mois à minima. On a des enquêtes régulières où on dit est-ce que l'équilibre vie pro, vie perso est respecté. D'ailleurs, juste après le Covid, nous, on avait un excès de productivité parce qu'à ne plus pouvoir déconnecter ta maison et ton bureau est ta maison. On a des gens qui est limite en surchauffe. Et donc, il fallait la règle de base d'une, et que le travail doit être fait en confiance et en équipe. Donc après, tous les métiers ne sont pas télétravaillables à 100% de cette façon-là. Une question de maturité. Et parfois, dans quelques instants, on fait une petite pause. Bien entendu, c'est votre pause syndicale. Vous pouvez boire un petit café si vous voulez, puisque voilà, vous aurez 2-3 minutes. Vous pouvez, voilà. Okay. Je vous laisse. Liberté totale. Et on revient dans un instant. Pas du tout. Vous avez un contrat de travail, n'oubliez pas. Allez. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On parle télétravail aujourd'hui dans les vraies voix de l'emploi avec Nicolas Leroy qui est avec nous et Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi. Dite France, responsable commercial Europe du Sud et d'Altaci. Puis Olivier Puey qui est avec nous, avocat spécialiste du droit et du travail. On revenait sur un mot il y a quelques instants, sur le mot la confiance, effectivement, lorsque vous faites du télétravail en vos ou en tout cas en vos équipes, quand vous êtes un manager. Eric Gras, c'est confiance où parce que le niveau danse, c'est très flou en fait. Ça se gagne. Alors je dis toujours qu'il faut un cadre en fait. Si on fixe un cadre dès le début,
et que les règles sont claires Ouais. et qu'on laisse de l'autonomie aux collaborateurs, ça fonctionne. Mais en effet, il faut un certain cadre, donc un certain niveau de contrôle. C'est pas tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu fais ce que tu veux, peu importe les résultats. Il faut qu'il y ait des résultats. Et on parlait tout à l'heure du travail asynchrone, même à l'époque du présentiel, on voit que tous les collaborateurs n'ont pas la capacité à s'organiser. Il y en a, ils vont rester 10 heures au bureau pour avoir le même niveau d'efficacité qu'elle est capable de le faire en 4 heures. Mmh. Et donc, est-ce qu'elle est capable d'être efficace en 4 heures? On va l'obliger à rester 10 heures en présentiel. Donc, c'est là le niveau de confiance. Et c'est de dire, pour certains métiers, c'est peut-être plus facile que pour d'autres. C'est tu dois atteindre tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Est-ce que ton travail est important vis-à-vis de l'équipe? On parlait tout à l'heure de la machine à café. Pour certains métiers, il y a besoin d'échanges. Qu'est-ce que tu portes au reste de l'équipe, etc. Et si la personne sait le doser efficacement, que tu n'as pas besoin de lui dire et que ça fonctionne. Est-ce que finalement, on parlait de confiance, mais est-ce que le management ne va pas devenir plus coercitif pour le télétravail? Est-ce qu'on va mettre en place, comme on disait tout à l'heure, des messageries pour pouvoir, là vous êtes connectés, parce que finalement on va pas se retrouver avec un management encore plus présentiel? Ça dépend de la qualité, entre guillemets, du manager et de l'entreprise. Certains, c'est exactement ça, parce qu'ils sont dans la défiance et justement pas dans la... Mais je pense que c'est même contre-productif. Une fois de plus... Mais il faut quand même contrôler. Le contrôle, c'est sur les objectifs. Est-ce qu'on les a atteints? Le contrôle, il est là. On ne s'atteint pas. La question, c'est comment... Mais vous regardez pas, justement, on se connecte au salaire? Pas du tout. Pas du tout. Ah, je le sais pas. Non, mais on le revanche avec beaucoup d'attention. C'est l'objectif, quel qu'il soit. On est industriel, donc il y a deux composantes: capacité à délivrer nos services à nos clients, dit simplement, et à développer et innover. Ce sont les deux triggers principaux qui nous animent. On voit bien aujourd'hui, si on est capable d'attirer de nouveaux clients ou d'accroître l'usage de nos produits chez nos clients, c'est que ça fonctionne. Donc l'équipe commerciale et l'équipe avec fait son boulot. Idem pour l'innovation. Si on est capable de délivrer, on mesure beaucoup. Donc chez vous, en bas de la page, c'est le chiffre d'affaires, en clair? Non, il y a le chiffre d'affaires parce qu'on est une société commerciale. Oui, et la relation client, voilà, c'est ça. Ouais, on reste une société commerciale, bien évidemment. L'innovation est un élément est très important chez nous. Donc un des points, ça peut vous paraître bizarre, mais le digital chez nous. Donc on a un événement Spigit où on réunit l'ensemble des collégiens qui veut. L'idée, c'est d'essayer de trouver des nouvelles idées qu'on pourra à terme proposer à nos clients et qui se traduiraient sous forme de produits. Tout ça est fait en distanciel. Mais justement, on dit que ça tue la créativité, le télétravail, puisqu'on ne peut pas échanger ensemble, brainstormer, si on utilise un terme un peu anglo-saxon. Si, avec votre animal de compagnie. Voilà, est-ce que justement ces écrans ne sont pas sont effectivement une barrière à cette créativité, alors, notamment dans une société comme la vôtre? Si on regarde comment fonctionnent les entreprises, et pas uniquement la sienne, la plupart des organisations, elles sont pas l'ensemble de leurs collaborateurs dans un même lieu. On a toujours travaillé, prenez le CAC 40, c'est très international, donc il y a toujours des équipes réparties un peu partout, et généralement l'innovation, elle vient de la fusion de ces différentes équipes, des réflexions qu'ils peuvent avoir. Dans beaucoup de cas, ils travaillent déjà en distanciel, certes dans les locaux d'une même organisation, mais répartis un peu partout en France ou sur la planète. Ça change pas fondamentalement. La question, c'est comment on l'anime. Éric Gras, travail et range et genre plus d'un coup. Où aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques. Alors, s'il y a des statistiques, et d'ailleurs, on voit que les femmes en ont plus besoin que les hommes, parce qu'elles ont sous charge de travail personnel beaucoup plus importante, l'âge parental notamment. On en revient à l'exemple du rendez-vous médical, d'un problème avec l'enfant. C'est encore très souvent la femme qui s'y colle, et donc quand elle a cette souplesse-là, en effet, c'est un table plus. Donc oui, c'est quand même genré, pas l'être, mais c'est majoritairement. Et aujourd'hui, entre la jeunesse et une génération un peu plus tardive, pour être sympa avec nous-mêmes, est-ce que on peut s'adapter facilement, même quand on a connu toute notre vie son propre bureau dans une entreprise, qui n'est plus le cas, puisque vous arrivez, on l'a dit, dans un bureau, c'est pas le vôtre. Je suis allée encore dans une entreprise ce matin, il n'y a plus de bureau, c'est-à-dire qu'on s'installe où on peut, et ça c'est compliqué. En entreprise pour expliquer tous ces changements dans l'emploi. Alors contrairement à ce qu'on pense, les seniors sont beaucoup plus que les juniors. Ne regardez pas quand vous dites seniors. Non, je peux tous s'auto-regarder, mais quand on a 50 ans, par exemple, des révolutions et des changements, on en a connu beaucoup. Quand on a 25 ans, on arrive sur le marché de l'emploi et on est arrivé avec le Covid, donc c'est un peu nouveau, etc. Donc c'est pas les populations les plus seniors qui ont le plus de mal à s'adapter. Par contre, j'ai du mal, moi, à opposer systématiquement les générations.
quelle que soit sa génération, quel que soit son âge, on a aussi des besoins différents. Donc, je suis jeune, mais je suis pas parent, ou je suis jeune et je suis parent, je vais avoir des contraintes différentes. J'ai 50 ans et mes enfants sont partis et je vis ma plus belle vie, c'est top. Ou alors j'ai 50 ans et je deviens aidant parce que je dois m'occuper de mon beau-père ou de ma belle-mère qui est malade. J'ai pas les mêmes contraintes et donc je vais avoir besoin de ça. Et juste sur la situation d'aidance, peut-être que vous en reparlerez un jour dans une émission, Bien sûr, mais aujourd'hui, 1/5 des actifs sont en situation d'aidance, ça sera un tiers d'ici une dizaine d'années. Et donc, le télétravail va être un des moyens d'avoir cet équilibre vie pro-vie perso. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en situation d'aidance et qui n'ont pas la possibilité d'équilibrer démissionnent par dépit. Ah oui, d'accord. Ah oui, absolument. Si on fait un peu de prospective, je me tourne vers Olivier, qui est plutôt le plus réticent au travail. Est-ce que finalement l'avenir du télétravail, ça va plutôt être au développement, ou est-ce qu'on les PME, les autres entreprises vont plutôt suivre aujourd'hui les grands géants de la tech qui réduisent? Moi, je pense qu'ils vont peut-être revenir un petit peu sur le télétravail dans les années à venir. Je pense qu'on aura peut-être cette tendance. Par exemple, il y a une question que je voulais vous poser. Comment vous faites un entretien de recadrage avec quelqu'un qui est à distance? Au travers d'un capital, Zoom. Parce que c'est vrai que moi, j'ai regardé un petit peu la jurisprudence sur les accidents au travail en télétravail, et la plupart, ce sont accidents avec un choc post-traumatique, un entretien de recadrage qui s'est mal passé avec un supérieur hiérarchique. Derrière, la personne a mal vécu et déclare un accident du travail. Donc voilà, la question, par exemple, je pense, se pose sur est-ce que c'est facile ou pas en télétravail, situation de télétravail, de faire un entretien. Moi, je peux, pour le coup, aller un peu dans votre sens. Il y a plein de choses, en effet, quand on travaille avec ses collègues et qu'on les voit, qui ne se disent pas et qu'on ressent. Donc ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est pour ça que je parlais de compétences nouvelles tout à l'heure. Être manager d'équipe en distanciel, c'est parfois compliqué parce qu'il y a des choses qu'on ne sent pas. Et donc, c'est une compétence particulière. Et donc, il y a besoin de ça. Ça ne se décrète pas. Donc, toutes les entreprises et tous les managers ne sont pas capables de travailler et de manager en distanciel. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et merci d'avoir été avec nous. Et Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi, Indeed France, Alexis Gache, responsable commercial Europe du Sud d'Altacian. Merci, avocat, spécialiste du droit du travail. Et merci beaucoup, Nicolas Leroy. Merci. On vous retrouve pas la semaine prochaine, si la semaine prochaine. Si, vous avez décidé de venir finalement? Oui, mais vous faites pas de télétravail, c'est fini. Non. Je suis contente. Allez, dans un instant, on va vous parler foot avec Philippe David. Boa noite. Bonne noite. Boa noite, Cécilia. Avec Antoine. Et oui, évidemment, Antoine ça a été la Griezmann. grande surprise. Hier, la retraite internationale. Il va continuer quand même avec son club de l'Atlético Madrid. Peut-être pour de mauvaises raisons. Oui, ça justement, on va en parler avec Arnaud Ramsey, qui a écrit avec Antoine Griezmann sa biographie qui s'appelle Derrière le sourire. Alors, Antoine Griezmann, est-ce que pour vous c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du foot français, un 10 qu'on peut mettre avec Zidane, Platini par exemple, ou pas? Eh bien écoutez, on va en parler avec Arnaud Ramsey, Charlie Emmanuel Gasso. On parlait également Ligue des Champions. En ce moment, Brest mène à Salzbourg, c'est vraiment du tonnerre de Brest. Il n'y a pas d'autre expression à utiliser. Et on parlera Arsenal, Paris Saint-Germain, coup d'envoi dans 1 heure et 8 minutes. Et où est le potentiel offensif d'Arsenal entre Saka, Havertz, Tutti Quanti, Gabriel Jesus? Il y a de se faire des inquiétudes. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas dit le mot manger une seule fois. On va essayer de ne pas manger trop de buts. Voilà. Allez, bonne émission. On se retrouve demain, Philippe David, à 17h pour Les Vraies Voix. Passez une belle soirée. Merci, salut.